devant l'AFP pour leur demander où ils en sont avec cette coupure de presse incendiaire à l'endroit du président Laurent Gbagbo. Nous sommes venus demander à l'AFP ce qu'ils pensent des prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire. Bien évidemment, nous n'avons pas boudé notre plaisir quand nous leur avons posé la question de savoir leur opinion sur le dernier témoignage de l'expert de l'ONU qui, au bout d'un marathon de 6 années, vient faire écrouler tout le montage grossier, mensonger, qui a donné l'autorisation à Nicolas Sarkozy de faire bombarder un pays dit souverain. Oui, l'expert en ADN de l'ONU, je veux dire l'ONU, qui a demandé qu'on bombarde le palais présidentiel. L'ONU qui a demandé qu'on tue des Ivoiriens parce que des femmes avaient été tuées à Bobo. Ce même machin, comme aimait l'appeler le général de Gaulle, est venu avec son expert pour dire que le sang qui a été prélevé sur les victimes d'Abobo n'était pas du sang humain. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Devons-nous conclure, et je m'arrêterai là, qu'Alassane Dramane Ouattara que vous avez soutenu, Alassane Dramane Ouattara qui est le représentant du complexe militaro-industriel, le représentant, l'ambassadeur des grands groupes qui n'ont que Dieu pour leurs intérêts. Alassane Ouattara a du sang des Ivoiriens sur ses mains et les pro-Gbagbo ont du sang de bœuf sur leurs mains. C'est le cas de le dire. Nous avons du sang de bœuf sur les mains. Pendant qu'Alassane Ouattara a encore le sang des dizaines d'Ivoiriens, des dizaines de milliers d'Ivoiriens tués à Nitrozon, à Naïbi, à Petit Diokwe, à Gagnoa, à Issia. Oui, à Nekwa Kouté, à Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Ouattao, tous les chefs de guerre, ils portent encore, et vous avez des images, la mort de Désiré Taglo, lâchement assassiné devant le palais présidentiel. Si quelqu'un a une image là qui la montre, pour dire, voici des femmes, des pauvres femmes, qui luttaient pour la démocratie, qui luttaient pour dire non à Bakolora. Et elles ont été tuées. Et on a vu le cinéma, les femmes qui ont été tuées, elles se relevaient. Puis on a dit, mais on n'a pas fini, asseyez-vous. Mais on devait faire ça aujourd'hui. Tu vas là où est le Bissap? Il y a Bissap, envoyez Bissap. Non, c'est pas un de les billes. Envoyez Bissap, moi-même je suis déjà aussi. Aujourd'hui, il y aura 5 femmes et puis un homme. Envoyez Bissap. Je veux des candidates. On va se coucher ici et on va se lever. Moi je suis candidat, qui est candidat? Bon, Tibalek, tu es candidat, on est 3. Maman, papa vient, on est 2 hommes. Ah, on est là. 1, 2, on est 4, il manque 2. Ah, viens, il faut venir. Venez, venez, on va nous mouiller, puis ça, on va se réveiller. Voilà comment on fabrique les fausses preuves. Et j'ai spéciale dédicace à Noël, ma mère. Cette petite vidéo, cette mise en scène, ce montage que vous allez filmer, je le dédicace en premier lieu à Noël, ma mère, qui a reçu en grande pompe ces femmes, et depuis on n'entend plus parler de Noël, ma mère. Reviens, Noël, ma mère, nous disent, regardez comment a été fait le montage de ces femmes que tu as reçues et au combat fallacieux auquel tu as contribué. Jules, viens, tu vas nous mouiller, Bissap. Hein? Mais pourquoi ça saute? Viens me mouiller, Bissap. On fait comment? On se couche un peu? Voilà. Hein? Un bazou. Voilà. Quand tu me mouilles, je me couche.
N'importe quoi. Le caméraman est parti, mais tu peux te lever. Chers amis, oui, c'est ça. Oui, la mort du colonel Babri Gourouimer, assassiné alors qu'il venait de garer son véhicule devant le palais présidentiel. Ouattara Alassane a la mort des Ivoiriens sur sa conscience, comme il a le sang des Ivoiriens sur ses mains. Chers amis, chers camarades, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous avons choisi l'AFP. Vous entendez la musique, mais nous ne sommes pas au début de la fête de la musique. Oui, la dame nous disait tout à l'heure, mais vous êtes à peine une centaine. Mais alors, est-ce qu'on doit d'abord 10 000 pour que vous regardiez du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de l'Afrique, les injustices qui sont commises? Est-ce que nous devons d'abord être 10 000 devant l'AFP pour que demain vous écriviez un article sur les exactions commises sur les prisonniers politiques et militaires? Honte à l'AFP! Honte à l'AFP! Honte à l'AFP! Honte à l'AFP! L'AFP est un média poubelle. Chers amis, l'AFP est un média aux ordres. Oui, la dame, elle n'a même pas été gênée de nous dire. Elle n'a même pas été gênée de nous dire que vous êtes à peine une centaine. Oh honte! Oh honte! Mais nous n'étions pas ici lorsque vous avez relayé avec tous les autres médias poubelles des insanités, des mensonges sur la personne du président Laurent Gbagbo. Vous avez relayé à grand coup médiatique tous les mensonges qui avaient été véhiculés par Ouattara, repris ici par Nicolas Sarkozy. Et vous avez donné un plan CI à l'ONU pour aller bombarder l'État de Côte d'Ivoire, pour aller y assassiner des jeunes, des femmes, des vieux, des vieillards, qui pour beaucoup sont morts dans la forêt, pour beaucoup dont les corps ont été déchiquetés par des chiens errants, pour beaucoup qui ont été tués par des armes non conventionnelles. Nous n'étions pas à cette place lorsque vous êtes fait le plaisir de relayer ces mensonges odieux. Vous êtes, tout comme Nicolas Sarkozy et sa soldatesque, complices des crimes commis en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. On veut Laurent Gbagbo, on veut Laurent Gbagbo, c'est le peuple qui l'a élu. On veut Laurent Gbagbo, on veut Laurent Gbagbo, on veut Laurent Gbagbo, c'est le peuple qui l'a élu. Merci beaucoup, Willy Black. Je vais vous parler aujourd'hui de la prison de Dembocro, de ce qui se passe depuis le samedi, depuis le dimanche, je ne sais pas, j'ai oublié la date, le dimanche dernier, le 28 mai. Il y a eu une mutinerie à Dembocro, la prison de Dembocro le dimanche dernier. Les prisonniers de droit commun, c'est-à-dire les voleurs, les assassins qui sont à la prison de Dembocro ont pris certains gardiens de la prison de Dembocro en otage. Et les gardiens ont réussi à tuer parmi les prisonniers 3 prisonniers de droit commun. Et malheureusement, nous avons 4 de nos frères prisonniers politiques pro-Gbagbo à la prison de Dembocro. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir tué les 3 prisonniers de droit commun? Les autorités les mélangent aux prisonniers de droit commun. Et je vous dis que depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait à ces prisonniers? On les a enfermés dans les cellules
Pour dire que la prison de Dembokro, c'est une toute petite prison. Et nos frères, ils sont 4. Au départ, ils étaient 5. Il y avait Kwao Justin qui était à la prison. Quand vous voyez l'image de Kwao Justin, l'état Dembokro. Donc on voit comment ils sont traités à Dembokro. Donc c'est une cellule de moins de 12 mètres carrés. Il y a 5 prisonniers politiques dedans. Et Kwao Justin, en ce moment, lui, il est à la Maca. Et il reste que 4. Et qu'est-ce qu'on fait? Ces 4 personnes, depuis le dimanche, on les enferme dans une petite cellule de moins de 12 mètres carrés. Depuis dimanche, ils n'ont pas encore mangé. On les prive de nourriture, on les prive d'eau, on les prive de tout. Et hier, avant-hier, hier, il y a femme d'un, parce que tout le monde s'inquiétait, tout et tout. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, oui, voilà, vous serez privés de tout, parce que bon, c'est pas dans la prison, ils ont une télé, et ils ont une chose, un peu de ventilateur. Qu'est-ce qu'on fait? On vient, on leur prend la télé, on va leur prendre les ventilos. Du coup, il y a, parmi les 4 prisonniers politiques, il y a la femme d'un qui est partie là-bas. Elle arrive à la prison de Dembokro, devant la prison, lui dit, vous n'avez pas le droit de rentrer parce que vos maris sont en quarantaine. Et vu qu'il a failli avoir, comme on dit, un coup d'évasion. Donc tout cela, on les confond à tous ces prisonniers. Donc vous imaginez, depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore mangé, ils n'ont pas encore bu. Ils n'ont pas encore mangé, ils n'ont pas encore bu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai tout fait, j'ai appelé le COFEP, Madame Daté Simone qui représente l'association des femmes des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, je l'ai appelée. Elle m'a donné le numéro du régisseur de Dembokro qu'on appelle Madame Undri Akissi. Et on l'appelle, elle ne décroche pas. Donc je lui ai dit, bon, tu vas tout faire pour rencontrer, pour appeler ces dames-là, pour qu'on trouve une solution pour nos frères. Parce que ce n'est pas normal, parce qu'ils ne sont pour rien. Et aujourd'hui, on les mélange à ces bandits-là. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait hier matin? Elle est partie voir comme on dit, le DAP. C'est-à-dire le directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère tous les responsables, y compris les régisseurs en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Kofi Kongwe Joissan. Elle est partie le voir pour trouver une solution. Elle arrive au bureau, son bureau au plateau, on refuse de la recevoir. On lui dit, bon, vous revenez demain. Et quand elle est arrivée, elle m'a appelé, elle me fait le point, elle me passe le numéro de téléphone. Je lui dis, bon, dans ce cas, tu essaies à ton niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas possible, moi tu me donnes le numéro, j'appelle aujourd'hui. Effectivement, elle a tout essayé, il refuse d'apprendre. Et ce matin, j'avais dit Maman Kwabo qui était venu chez moi, et j'ai appelé. J'appelle, je tombe d'abord sur une secrétaire, je me présente, je dis que j'appelle de Paris par rapport aux prisonniers politiques de Dembokro. Elle me dit, bon écoutez, je vous passe une secrétaire. Elle me passe la secrétaire attitrée de Kofi, qui est le directeur du DAP de la Côte d'Ivoire. Et elle me dit non que le monsieur n'est pas là, elle me demande d'appeler sur son portable. Soit disant que c'est rare qu'il vient au bureau. Je dis, bon, moi je n'ai pas le numéro de son portable. Si vous voulez donner moi le numéro de son portable, moi je l'appelle. Puisque j'ai le numéro du bureau. Elle me dit non, je ne vais pas vous le donner, mais rappelez à midi. À midi, j'appelle encore, au lieu de rappeler à 14h. À 14h, j'appelle, je peux passer pour une ONG. Du coup, j'étais obligé d'aller un peu fort. Je leur ai dit, bon, 3 prisonniers politiques sont à Dembokro pour qu'on puisse, comme on dit, retransférer, comme on dit, à la Maca. Parce que c'est ce qu'ils font, ils sont comme jouer avec nos frères. Tantôt, on les amène à Dembokro, soit disant qu'on veut les punir. Voilà. Ou à Dembokro, ou à Bouaké, ou à Séguéla. Parmi les 3 prisonniers, il y a 2 qui étaient à Séguéla, ils sont gravement malades. On les retransférer, comme on dit à la Maca, on les retransfère à Dembokro. Donc ça peut vous dire que voilà ce qui se passe aujourd'hui à Dembokro. Nos 3 camarades sont sans nourriture depuis le dimanche, ils sont hauts. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont rentrés dans la maison, ils sont tous saccagés. Mon mari, dans les années 2000, il m'a raconté qui était Laurent Gbagbo. Je n'avais jamais entendu parler de Laurent Gbagbo avant. Alors j'ai commencé à regarder, j'ai vu comment la France, j'ai vu comment les puissances occidentales, j'ai vu comment l'Union européenne, petit à petit, ont recolonisé la Côte d'Ivoire. Alors j'exagère un peu quand je dis recoloniser, car en fait pour recoloniser, il faudrait déjà avoir décolonisé. Or, en Côte d'Ivoire, comme dans tous les anciens pays d'Afrique francophone, toutes les anciennes colonies françaises, il n'y a pas de réelle indépendance. C'est pourquoi je me reconnais dans le combat de Laurent Gbagbo. Alors c'est vrai, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'elle parle de tout ça alors qu'on est censé célébrer un heureux événement? Oui, le jour de la naissance du président Laurent Gbagbo, le 31 mai 1945 à Gagnoa, dans cette belle région du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est né Laurent Gbagbo. Nous sommes ici pour le célébrer, mais il n'y aura pas de gâteau aujourd'hui. Il n'y aura pas de chant de joie extrême. Nous ne sommes pas là, nous avons envie de célébrer la naissance du président Laurent Gbagbo. Nous sommes ici pour célébrer sa détermination, son engagement constant pour
pour obtenir le droit de son peuple à disposer de lui-même. Car c'est ça le combat de Laurent Gbagbo finalement. Que lui reproche-t-on? Aujourd'hui, alors vous avez vu, c'est vrai que nos petites pancartes, nos petites affiches, certains les trouvent peut-être un peu ridicules, se disent, mais attendez, en même temps, c'est ça qui fait notre dignité, c'est ça qui montre qu'on est vraiment honnête. Vous croyez que si on était payé par Ouattara, si on était payé par Bakayoko ou Soran, on n'aurait pas des moyens plus importants que ça? On ne roulerait pas avec des grosses voitures? On ne serait pas vautrés dans le luxe comme eux le sont, avec leurs villas burkinabé et autres? Donc, nous sommes ici pour dénoncer une imposture. L'imposture, c'est d'avoir fait passer le combattant de la liberté, le président Laurent Gbagbo, sa femme Simone Gbagbo, Charles Bégoudé, son ministre, et tous les vaillants patriotes qui se reconnaissent dans ce combat, c'est de les avoir fait passer, eux, pour les bourreaux, alors qu'ils sont en fait les victimes. Tout à l'heure, Willy Bla a rappelé quelque chose d'incroyable. Ah oui, on a pris la résolution 1975. La France a réussi à faire adopter la résolution 1975 qui autorisait l'intervention franco-onusienne sous prétexte que Laurent Gbagbo avait des armes de destruction massive et était en train de les utiliser contre son peuple. Et bla, et bla, et bla. Comment cela a-t-il été possible? Il faut se souvenir que le 7 mars 2011, on vous a montré l'AFP. L'AFP, le 7 mars 2011, a publié des vidéos, des photos dans lesquelles, et tous les journaux ont repris naturellement, parce que si l'AFP, l'agence France-Presse, publie quelque chose, c'est automatiquement repris par l'ensemble des médias mainstream. Donc, on a publié des photos en faisant croire que cette femme, dans une marche soi-disant pacifique, nous on a vu les vraies photos de la marche, hein, les vraies vidéos, ils avaient carrément des kalachnikovs, ils avaient des lance-roquettes, et c'est ça qu'on appelle une marche pacifique pour libérer la Côte d'Ivoire. Donc, on a prétendu que cette femme, 6 ou 7, on ne sait pas exactement le nombre, et forcément, puisque de toute façon, ça n'est qu'un montage, c'est pas très précis quand on fait un montage. On a prétendu que ces 7 femmes avaient été tuées par un char qui passait par là, par des chars, des forces loyales au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que le sang était du sang de bœuf et non du sang humain. Mais les médias mensonges, mais les médias mensonges n'ont pas commencé avec cette histoire. En même temps, c'est facile pour eux. Il y a eu tellement de médias mensonges sur la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez de cette histoire du charnier de Pougon? Le charnier de Pougon, c'est ce charnier qu'on a découvert. Laurent Gbagbo, grand militant panafricain, qui considéré jusqu'à aujourd'hui comme le père du multipartisme. Effectivement, Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945. Il a ensuite décidé de se consacrer à la libération de son pays, à l'émancipation du joug néocolonial. Il a pour cela fondé un parti, le Front Populaire Ivoirien. Retenez bien ceux qui ne connaissent pas encore ce parti. Le Front Populaire Ivoirien est le parti fondé par le président Laurent Gbagbo. Il a fondé ce parti d'abord dans la clandestinité. En 1982, il vient en France. Ensuite, il décide de repartir en Côte d'Ivoire, toujours pour obtenir le multipartisme. Donc, l'AFP, ça, elle le dit, elle le reconnaît volontiers. RSF, Reporters sans frontières aussi, et Human Rights Watch aussi. On reconnaît bien aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est le père du multipartisme. Alors que s'est-il passé? En 1990, on dit qu'il est le père du multipartisme. Et aujourd'hui, en 2017, il est à la Cour pénale internationale. Eh bien, ce sont les médias mensonges. On a d'abord, il faut savoir que le président Laurent Gbagbo a réussi a pris le pouvoir, a conquis le pouvoir de haute lutte après 30 ans de combat pacifique. Les combattants main nue, hein, c'est ça la marque de fabrique du président Laurent Gbagbo. Ne cherchez pas des armes du côté des pro-Gbagbo, il n'y en a pas. C'est pas faute des fois d'en avoir envie, hein. Quand vous voyez nos parents, quand vous voyez, je vois ici des représentants de familles de victimes. Il y a ici 2 cousins de Jean Assi-Kouachi. Jean Assi-Kouachi, excusez-moi, je suis encore émue parce que c'est ce jeune militant qui a été militant du Front Populaire Ivoirien, qui est mort il y a 2 semaines, décédé il y a 2 semaines, enchaîné auprès d'un lit d'hôpital. Si vous regardez sur une de ces images, vous allez pouvoir voir ce jeune fauché en pleine vie. Voilà, il s'appelait Jean Assi-Kouachi. Il ne demandait qu'à vivre. Il est resté fidèle aux idéaux du président Laurent Gbagbo. Il a été arrêté en 2012. Via un mandat de dépôt, on lui a signifié son incarcération. Il a été jugé par une parodie de justice, comme d'habitude, comme ils savent faire, un faux procès. Il a été jugé et condamné à 10 ans de prison.
pour atteinte à la sûreté de l'État, rébellion, enfin tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce jeune est décédé enchaîné au pied d'un lit d'hôpital à la Pisame il y a 2 semaines de cela, et on lui avait refusé tous les soins. Mais il n'est pas le seul. Alors c'est vrai que on est là pour parler du président Laurent Gbagbo, mais comment parler du président Laurent Gbagbo sans parler des victimes? Car si Laurent Gbagbo a accepté d'aller là, il savait ce qu'il faisait. Il a toujours refusé de signer sa reddition. Mais quand ils sont arrivés, quand les chars de l'armée française ont découlé dans la résidence, après avoir bombardé non-stop pendant une dizaine de jours la résidence d'un pays avec lequel la France n'était pas en guerre. Quand ça s'est arrivé, il a décidé de dire que la phase militaire était terminée et que nous entrions dans une phase civile et politique. C'est pour ça que nous sommes ici. Il nous appartient aujourd'hui de renverser le rapport de force. Car naturellement, on a imputé à Laurent Gbagbo un faux charnier, celui de Yopougon en octobre 2000. Vous imaginez? Cet homme-là, cet homme pacifique, foncièrement pacifique et bon, il est élu président de la République en 2000, en octobre 2000. Robert Gay refuse de céder le pouvoir, alors il fait un appel aux patriotes. Et vous étiez là, vous étiez déjà là, tous vous êtes descendus dans la rue. Vous avez réussi à faire en sorte que Gay redonne le pouvoir à celui qu'il avait conquis par les yeux. Qui a envoyé le dossier dans les grands groupes de presse. C'est elle qui a fait connaître notre lutte à l'international. Voilà. Beaucoup d'applaudissements pour Nicoletta. Bonjour. Et j'espère que l'année prochaine, on ne sera plus là. Parce que franchement, c'est un peu exagéré là. Peut-être je peux juste raconter 2 anecdotes qui me choquent un peu parce que je ne suis pas français. J'étais en mars à une fête, il y avait 4 journalistes français et un jeune qui était fils d'un grand monsieur du PDCI. Et je dis, oh là là, je vais détruire toute la fête. Et le jeune arrive et il me dit, mais vous êtes de quel côté? J'ai dit, bon, Laurent Gbagbo, il me dit, moi aussi. Moi et mon père du PDCI aussi. On est grandi à Neuilly, mais on est pro Gbagbo. Donc je me suis dit, on a déjà gagné. Le seul problème, c'est que tous les journalistes à la fête, qui étaient des gens carrément de France 2, de Arte, donc des journalistes qui travaillent assez avec des dossiers chauds, ne savaient rien du tout. On a dû, moi et le jeune, faire une leçon d'histoire et on avait tous les journalistes avec les yeux baissés parce qu'ils ne savaient vraiment pas. J'avais l'impression, des fois, est-ce que c'est de la paresse, de l'ignorance, et aussi de la grosse complicité, sûrement. Mais après, l'autre jour, j'étais à Sciences Po, et il y avait une journée dédiée à la libération de l'Afrique. Et toute la matinée, on n'en parlait que des gens qu'on a tués. Et là, et au Cameroun, et au Togo, et Lumumba, et Sankara. Et moi, je me suis levée, j'ai dit, mais Babo. Et on me dit, c'est hors sujet. Et donc, j'étais un peu attristée parce qu'une grande partie de ces ONG qu'on finance en Afrique, c'est normal, on l'a fait aussi en Europe dans l'après-guerre avec le plan Marshall. On a financé beaucoup la culture, beaucoup des mouvements de culture pour acheter l'opposition européenne à l'époque. Et donc, ça me fait un peu mal de voir qui organise des événements à Sciences Po, donc dans une ambiance universitaire. C'est malheureusement des réseaux qui ont d'autres intérêts. Les intérêts carrément de déstabiliser les États pour qu'ils deviennent de plus en plus faibles et on peut après entrer avec le marché. Donc je suggère qu'on va aussi à l'université parce que je pense que les jeunes Français, on leur enseigne que des conneries et il faut qu'il y ait une voix contradictoire à l'université au moins. Merci encore. Merci Nicoletta, merci beaucoup.